Merci beaucoup d'abord au professeur Desjardins et Mercure de l'accueil tout à fait chaleureux. Je suis ravi vraiment d'être ici, c'est la première fois, c'est un grand plaisir. Merci également à Morgane Leclerc. Ça fait quelques années qu'on échange parce qu'on travaille exactement sur le même sujet. Alors, je suis moins anthropologue que Morgane. Et évidemment, bon, c'est un bonheur d'avoir quelqu'un qui a cette capacité d'aller chercher des informations, des données aussi éclairantes que celles qu'on a vues ce matin. Donc, très heureux. Je vais vous présenter un travail un peu de synthèse que j'ai mis sous le patronage, vous voyez, de la fête des céréales. Et qui va parler beaucoup en réalité, marchandisation et un peu de commun. Ce sera plutôt vers la fin de la communication. Je commencerai par un paradoxe, si vous voulez, en disant que, il ne faut pas que j'oublie effectivement que je pilote deux écrans. Voilà, ça doit être bon. On est aujourd'hui face à ce qu'on pourrait appeler un tournant ontologique des sciences sociales. Vous avez pas mal d'ouvrages, vous en avez là sur la philosophie végétale qui mettent en lumière un peu l'agencéité du végétal, des plantes. Tu en as parlé tout à l'heure du compagnonnage. Et pourtant, je dirais la semence, c'est une ressource, c'est un outil de production ou un intrant qui n'est plus du tout aujourd'hui autocontrôlé, si vous voulez, et approvisionné à partir de circuits de production qui sont à l'extérieur des marchés agricoles, mais on est face à quelque chose qui dépend presque entièrement du marché. Donc, il y a ce paradoxe-là, en ce sens que, si vous voulez, le marché a complètement investi les espaces d'échange des semences et les agriculteurs eux-mêmes ont été, d'une certaine manière, intégrés à des marchés pleinement opérationnels, ce que dit un sociologue néerlandais qui est très célèbre de l'agriculture, Douwe van der Ploeg. Donc, on est face ici à, je dirais, des marchandises fictives, j'y reviendrai tout à l'heure, et une précision aussi de vocabulaire pour commencer. Par marché, j'entends évidemment les relations de marché au sens de Polanyi, avec son maître ouvrage, The Great Transformation, qui oppose deux autres modèles d'intégration. Donc, il y en a trois. Les deux autres, c'est la réciprocité avec le modèle du don contre don qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, un autre qui est la redistribution, qui correspond plutôt à des économies administrées, si vous voulez, où vous avez la richesse qui passe par le centre et qui est redistribuée. Ce qui va m'intéresser pour l'instant, c'est surtout donc les relations de marché, ou le marché qu'on appelle aussi parfois désencastré. Juste pour vous donner une idée, l'idée de la taille du marché, vous voyez, le marché mondial des semences commerciales, c'était, selon les chiffres de l'OCDE en 2014, 52 milliards de dollars américains, donc c'est tout à fait considérable. Et en ce qui concerne les échanges transfrontaliers de semences, c'est à peu près 10 milliards de dollars américains. Et pourtant, nous avons toujours, et on l'a vu pour le Burkina Faso, des réseaux semenciers paysans, ou on les appelle aussi parfois informels, donc ils ne sont pas du tout complètement intégrés au réseau semencier formel, marchand. Et on a vu des chiffres qui sont assez proches pour le Burkina Faso. Parfois, 80 à 90% de ce qui est planté par les agriculteurs provient de ces réseaux dans le sud global. Ils ne sont pas négligeables non plus dans le nord global, dans les pays industrialisés, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ces systèmes d'échange de pair à pair, qu'il ne faut évidemment pas romanticiser comme tu le disais, sont aujourd'hui sous la menace en fait d'une pénétration toujours plus grande de l'agriculture moderne, des réseaux semenciers formels qui viennent avec leur spécialisation des tâches. Et si vous voulez, ça ressemble un peu à ça, le système semencier formel. Vous avez au début de la chaîne un sélectionneur qui met au point une variété qu'on appelle une variété élite, avec des promesses de rendement, des promesses de développement rural rapide. Après, vous avez toute une série d'opérateurs qui interviennent, le multiplicateur, notamment le distributeur. Et à la fin, ce qui est très significatif, c'est que l'agriculteur, eh bien, il sème et il plante et il récolte, c'est tout. Il est devenu complètement passif, il n'a plus ce rôle, si vous voulez, d'entretien de l'agrobiodiversité et aussi d'innovation, parce que c'est aussi un innovateur. Il disparaît, c'est un utilisateur final. Malgré tout, on voit une résistance, et on en a un exemple au Burkina Faso, qu'on a évoqué tout à l'heure, à tel point d'ailleurs aujourd'hui que c'est aussi un paradoxe, la paysannerie du Sud est vue comme une sorte de modèle d'agriculture plus résiliente, qui serait capable de donner la clé pour faire face à des défis majeurs que vous connaissez assez bien aujourd'hui. C'est l'avenir de la sélection végétale,
évidemment, c'est la lutte contre le changement climatique et la sécurité alimentaire et la nutrition dans ce contexte-là aussi. Et ces modèles, la paysannerie du Sud est devenue véritablement aujourd'hui une sorte de porte-étendard des mouvements agraires transnationaux, en particulier la Via Campesina, dont je reparlerai tout à l'heure. On en a ici un exemple hein, de l'influence qu'ont pu avoir ces mouvements qui ont pris leur inspiration dans le Sud, avec la résolution donc, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, qui est la Déclaration des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Et vous voyez, il y a la reconnaissance dans ce texte d'un droit aux semences très inspiré, on pourra en reparler au moment de la discussion, de cette notion de souveraineté semencière qui nous rappelle que la semence, ce n'est pas un intrant, pas simplement un intrant, c'est, si vous voulez, un objet bioculturel. Elle met en jeu, on en a parlé, des liens au territoire, des liens au patrimoine, à l'autonomie des populations, etc. Et ces liens, effectivement, ont tendance à disparaître aujourd'hui dans le système marchand. Donc, ce que j'aimerais vous montrer dans le cadre du temps qui m'a été alloué, c'est une sorte de dynamique ou une polarité entre, d'un côté, la marchandisation, on dit en anglais la commodification, la marchandisation renvoie à quelque chose d'un peu différent, le mot est très chargé, commodification. Et puis, d'un autre côté, le commoning, je suis désolé d'utiliser autant de mots en anglais, c'est-à-dire le fait de faire commun, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui passe par une sorte de décommodification, démarchandisation. On est face à des mouvements, au fond, pour ce qui est du commoning, de résistance contre ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de debasement. Je reprends l'expression à un anthropologue anglo-américain qui est Stephen Goodman. C'est la destruction de tout ce qui, matériel et immatériel, finalement, rend possible la reproduction du groupe social. C'est ça qui est en jeu véritablement. Et puis, le dernier point que j'aimerais évoquer, plus brièvement, c'est la coexistence entre les réseaux semenciers paysans et le marché des encastrés. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est impossible en ce sens que les réseaux semenciers paysans et les communs finiraient par disparaître, avalés en quelque sorte par les réseaux semenciers formels? Voilà donc le programme en 3 temps et qui seront plus ou moins longs. Le premier sur la marchandisation, qui est un peu un état des lieux si vous voulez. J'essaierai de vous montrer que des réponses ont déjà été apportées quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la situation soit jugée parfaitement et idyllique. Donc les acteurs ont cherché à réagir, mais à travers un prisme un peu particulier qui est celui de l'économie, avec les défaillances de marché. Et puis je vous montrerai un peu de l'audace, c'est le troisième temps, avec des travaux autour des communs et de la démarchandisation, qui sont des réflexions et des projets beaucoup plus radicaux. Commençons donc avec la marchandisation des semences. La question, c'est comment on est passé des semences comme objet pris, je disais, dans des réseaux bioculturels, dans une économie morale, hein, au sens polanien, à finalement la semence comme simple intrant, bien dont le prix est fixé par la valeur d'échange. Bien, il y a beaucoup de travaux sur cette question. Vous le voyez, j'en ai fait une petite liste ici. Il y a un texte qui est très intéressant, qui est celui de Hélène Torgman, qui a été publié dans les Annales, donc une belle revue d'histoire il y a quelques années. Et ce qu'elle montre, c'est que en réalité, il a fallu, pour que la semence soit transformée, si vous voulez, en intrant, eh bien qu'on la construise comme marchandise. Donc on est véritablement face à ce que dans la littérature d'économie, on appelle, et de théorie économique, marchandise fictive. Et pour construire cette marchandise fictive, il a fallu avoir recours à toute une série de dispositifs techniques, évidemment, mais aussi politiques et juridiques. Alors, la première étape que décrit bien la littérature sur la construction de la marchandise, c'est qu'il faut une qualification technique de la semence. Et ça a supposé des choses qui sont assez faciles à comprendre, mais à couper la semence de son lien avec la terre et la paysannerie. C'est construit en laboratoire, par exemple, et je vous ai montré que les paysans n'interviennent plus, si ce n'est en bout de chaîne semencière. Ce qui est intéressant, c'est le rôle du droit et de la politique. Ici, on voit bien le couplage entre les normes techniques et la réglementation, notamment de la production, la commercialisation, l'utilisation, ce que tu nous as montré tout à l'heure. La pièce centrale, si j'ose dire, c'est le catalogue avec ses règles en matière de distinction, d'homogénéité et de stabilité, qui est destiné à faire des semences, si vous voulez,
des marchandises et des produits qui sont appelés à circuler sur les marchés. Deuxième étape absolument essentielle à la construction d'une marchandise, c'est la privatisation. Et dans le domaine de ces ressources dont on a dit qu'elles sont rivales et non exclusives, la propriété qui est essentielle, c'est la propriété immatérielle, évidemment, la propriété intellectuelle, dont la première pierre, si vous voulez, a été posée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dont Morgane a parlé tout à l'heure, qui est adoptée en 1961 et qui a été révisée en plusieurs reprises, en dernier lieu en 1991. Avec, vous voyez, des lois pionnières en Europe qui reprenaient plus ou moins les mêmes critères, distinction, homogénéité et stabilité. Parce qu'il y a une espèce de, si vous voulez, de superposition entre les règles du catalogue et les règles de la propriété intellectuelle. Sauf à un endroit du monde, en tout cas pendant un certain temps, c'est aux États-Unis, où très précocement en 1930, on a adopté un autre mécanisme qui était, vous l'avez là, le Planned Patent Act, et qui était destiné à protéger uniquement ce qu'on appelle les plantes à reproduction végétative, donc en gros les arbres fruitiers, les plantes ornementales. Et puis pour le reste, les sélectionneurs américains n'ont pendant très longtemps pas éprouvé le besoin de protéger leur création par droit de propriété intellectuelle, parce qu'ils avaient découvert la vigueur hybride. Vous savez qu'un hybride en génération F1 a un effet d'hétérosis qui va le conduire à produire beaucoup. Et puis hop, en F2, ça s'écrase. Et ça, c'est un verrou technique qui est très intéressant, puisque l'agriculteur est obligé de retourner vers le sélectionneur en F2. Donc, vous n'avez pas besoin de protéger votre variété, elle l'est par la technique même. Alors, surtout, depuis les années 80, quand on parle de marchandisation, on parle d'immixtion du brevet dans le domaine végétal, qui a été le fait de cette décision spectaculaire qui est très connue dans notre domaine, Diamond versus Chakraborty par la Cour suprême des États-Unis, donc qui date de 80 et qui reconnaît pour la première fois la brevetabilité du vivant. Alors en l'occurrence, c'était une bactérie. Et puis très peu de temps après, donc en 85, le USPTO, donc qui est l'Office états-unien de protection des brevets, eh bien, admet la brevetabilité d'une plante à reproduction sexuée, donc une variété de maïs. Je dis bien une variété. Ici, la particularité du système, on pourrait dire nord-américain, hein, ça concerne aussi le Canada, c'est que vous pouvez protéger la variété directement par un brevet. Ici, c'est un brevet de droit commun. C'est Utility Patent, c'est pas le Plant Patent dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas le même. Donc, c'est un vrai brevet de droit commun que vous avez dans le domaine industriel. En Europe, on a pris une voie un peu différente. Déjà, il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver à la brevetabilité des plantes et des innovations dans le domaine végétal. En fait, c'est plutôt la fin des années 1990. Ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est l'adoption de la directive 98/44 CE, donc c'est un texte de l'Union européenne, sur la protection des biotechnologies végétales. Et il y a toujours un choix qui a été maintenu, Morgane en a parlé tout à l'heure, hein, qui est en fait hanté sur les accords sur les APIC, l'article 27, paragraphe 3b, c'est qu'on exclut la brevetabilité des variétés elles-mêmes. En revanche, on admet des brevets sur toute une série d'inventions. Alors ça va être par exemple les procédés du génie génétique. Aujourd'hui, c'est l'édition du génome. Vous avez entendu parler par exemple du CRISPR-Cas9, qui permet de couper. Bon, ça va être brevetable. Vous allez aussi pouvoir faire breveter des plantes, à condition, dit le texte de la directive et dit aussi l'Office européen des brevets, que la faisabilité technique de l'invention ne soit pas limitée à une variété végétale déterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez breveter, par exemple, un trait de résistance, un caractère de résistance à un puceron, qui est susceptible d'être introgressé dans une multitude de variétés. Donc, ce n'est pas la variété que vous protégez, c'est un caractère, et le brevet s'étendant à toute plante qui contient le caractère. Et puis des gènes et des séquences de gènes, avec des débats aujourd'hui très agités autour de la brevetabilité, pardonnez-moi, la brevetabilité notamment des traits natifs et des traits que vous obtenez par des techniques d'édition du génome. La marchandisation, c'est, je dirais, quand on porte le regard sur ses conséquences, c'est surtout la consolidation industrielle aujourd'hui, qui a été le fait, en réalité,
de la multiplication des droits de propriété intellectuelle, une sorte de phénomène d'auto-entraînement, si vous voulez, et qui lui-même tient au fait que le brevet n'est pas utilisé, plus utilisé comme un moyen de récompenser l'innovation, comme une incitation à l'innovation, ce qui est le modèle économique, hein, la théorie néoclassique, mais c'est une monnaie d'échange. Le brevet, c'est fait, en fait, c'est un bargaining chip que vous allez avoir pour essayer de recréer de la liberté d'opérer parce qu'il y a trop de droits de propriété intellectuelle. Et en réalité, quand on a beaucoup trop, ben, les entreprises finissent même par racheter les plus petites entreprises. D'accord ? Donc, on a eu toute une vague de fusion-acquisition dans les années 90 que vous connaissez bien, qui aboutissent aux géants des multinationales que vous avez là. Et on a eu une dernière vague plus récente, 2015-2017, donc qui fait apparaître des noms que vous connaissez peut-être moins bien que ceux qui étaient très fréquents dans la presse, qui faisaient les gros titres. Donc aujourd'hui, vous avez en gros Bayer, Corteva et ChemChina. Donc ça, ce sont les trois géants. En termes de concentration, juste pour vous donner une idée, c'est quand même spectaculaire, c'est 40% de parts de marché pour simplement 4 entreprises. Donc la dernière, elle est française, c'est Limagrin, Villemorin. Ça ne change pas en termes de part de marché. C'est un peu les noms qui changent, si vous voulez. En revanche, la dernière phase a un impact tout à fait radical sur le secteur des intrants, donc agrochimie, puisque là, on est à 70% de concentration, avec 3 acteurs seulement ici, et BASF qui arrive en 4e position avec, vous voyez, 8 à 10% de part de marché. Donc, on est quasiment à 80, ce qui est tout à fait spectaculaire. Tout ça a des conséquences extrêmement problématiques, comme vous pouvez l'imaginer, puisque les entreprises qui sont en position oligopolistique peuvent façonner la dynamique de marché. Vous pouvez fixer, en fait, vous pouvez très facilement ériger des barrières à l'entrée, faire obstacle à l'entrée des concurrents sur le marché. Vous allez contrôler également les voies d'innovation. C'est très sérieux parce que en réalité, vous allez vous concentrer sur quoi? Sur ce qui est susceptible de se vendre, d'être rentable et susceptible d'être protégé par les droits de propriété intellectuelle, d'où après la présence sur le marché de très peu de variétés en réalité. Et puis les entreprises peuvent contrôler l'agenda politique. Quand vous avez des millions de chiffres d'affaires, millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, vous pouvez investir en lobbying, évidemment, pour contrôler. Alors, ce sera mon deuxième point. Vous voyez, le tableau est un peu sombre. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Il y a une insatisfaction face, on pourrait dire, à l'omniprésence du marché, à la manière dont le marché, j'entends le marché désencastré toujours, fonctionne, du fait de son impact sur différentes choses, la sécurité alimentaire, évidemment, l'agrobiodiversité, la capacité même à innover. Le problème, c'est qu'on appréhende ça au travers du prisme des défaillances de marché, ce qui est un prisme, vous en conviendrez, un peu déformant et limité, même si dans les rapports de la FAO, j'en ai pris un ici de 2023, State of Food and Agriculture, on a un peu élargi le vocabulaire, on parle de défaillance des institutions ou des défaillances des politiques. Je vous montrerai très brièvement 2 types de réponses qui ont été apportées à donc ces défaillances de marché. L'une qui nous vient du public, du secteur public, l'autre une initiative plutôt privée, ce sont les acteurs qui sont auto-organisés, en essayant d'apporter des réponses à des choses différentes. Dans le premier cas, c'est l'érosion des plantes cultivées. Dans le second, les effets de verrouillage de la propriété intellectuelle, les effets d'anti-commun. On verra comment le secteur s'est organisé. Je serai très bref. Premier aspect, première branche, c'est l'intervention, donc plutôt ici en l'occurrence publique, communautaire internationale, qui cherche à répondre à l'érosion des plantes cultivées. Donc, Morgane donnait des chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait bien, on a des preuves très solides qui montrent une perte des races primitives, je dis races primitives pour land races, donc tout au long du siècle passé, jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Ça se poursuit, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est dû à quoi ? C'est dû essentiellement au remplacement de ces variétés anciennes, variétés traditionnelles, par les variétés élites. Les raisons pour lesquelles ça a bien sont compliquées, tu l'as dit, c'est multifactoriel. On sait, en revanche, j'ai beaucoup de mal avec la souris, on sait en revanche que ce risque de perte de biodiversité, notamment de land races, bon, il est perçu depuis très longtemps. Vous avez des alertes qui sont lancées par les généticiens des années 30. Ça devient beaucoup plus bruyant dans les années 60. Et puis, vous voyez, une prise en charge institutionnelle dès les années 80.
Et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure le professeur Mercure. La première réponse, en fait, c'est pas une surprise. 83 se place sur le terrain de quoi? Du patrimoine commun de l'humanité, avec l'engagement international sur les ressources phytogénétiques. C'est pas un texte juridiquement contraignant, mais un texte qui est malgré tout intéressant pour montrer la volonté, enfin par ça, il montre la volonté d'apprendre le problème sur le terrain des communs. Évidemment et malheureusement, le texte fera long feu. En 1992, donc dans le cadre des négociations au sein du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, on revient, il faut se rappeler qu'on négocie les APIC au même moment, hein, donc on va renforcer les droits de propriété intellectuelle. Il y a une espèce de compromis qui est trouvé, c'est comme ça que je l'appelle, the Great Bargain, ce que disent mes collègues anglophones, où vous voyez, on revient au principe du droit international, c'est-à-dire souveraineté de l'État territorial sur les ressources du territoire. Ça, c'était un moyen de rassurer les pays du Sud en disant, bah, ça y est, vous recontrôlez vos ressources, pas de problème. En revanche, vous continuez d'ouvrir vos terres, en quelque sorte, à nos chercheurs, nos entreprises qui, donc pays technologiquement avancés, vont pouvoir se servir avec de nouvelles règles du jeu malgré tout. C'est accès et partage des avantages. Donc accès, ça veut dire qu'il va falloir respecter des règles en matière d'accord, consentement préalable, libre et informé, etc. Et puis partage des avantages, mais dont vous voyez quand même, en tout cas vous comprenez, que le partage des avantages a une dimension très économique ou économiste, puisqu'il s'agit d'inciter aussi les pays du Sud à conserver la biodiversité et leurs ressources génétiques. Ce système, est-ce qu'il a fonctionné? Pas tellement. Il faut se rappeler qu'on est dans un cadre, la CDB, qui est bilatéral, donc ça suppose des négociations entre une partie et un État, un laboratoire par exemple, qui fondamentalement signifie aussi, comme le dit ma collègue Marie-Angèle Hermite, la fin des libertés d'accès et la circulation des ressources biologiques, puisque vous devez respecter les conditions libres, le consentement libre, informé et préalable. Vous devez également, il y a les conditions convenues d'un commun accord, partager les avantages. Tout ça pose des problèmes singuliers en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Pourquoi? Regardez sur la carte ici, une carte très célèbre chez les spécialistes des ressources phytogénétiques, c'est l'interdépendance très forte des États en matière de ressources phytogénétiques. Donc en fait, vous avez besoin toujours d'accéder à des ressources phytogénétiques qui viennent d'ailleurs, de l'extérieur de vos frontières. Et le bilatéralisme est très compliqué, rend la chose très très compliquée. Surtout que quand vous mettez au point une variété élite, si vous mettez dans les souliers, hein, comme vous dites, je crois au Québec, des agriculteurs, des sélectionneurs, vous êtes obligé de mélanger énormément de variétés. Il faut beaucoup de parents, et des parents qui viennent parfois de 20 ou 25 pays différents. Donc la solution qui a été trouvée, c'est celle-ci. Ça va intéresser là aussi, je pense, qui doit connaître du reste, hein, le professeur Mercure, mais c'est le traité sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, traité sur les semences, qui est adopté en 2001, vous voyez, et qui est très inspiré par des thèses qui étaient en vogue à l'époque autour des biens publics mondiaux. Et puis plus récemment, c'est les travaux que j'ai menés avec Christine Frison. On a parlé de commun, notamment de commun global commons, dans la littérature américaine, anglo-américaine, avec, vous voyez, la mise en place d'un système multilatéral. Donc, en gros, on met en place un panier virtuel de ressources phytogénétiques. Donc, elles ne sont pas déplacées, les ressources, mais elles sont mises en commun malgré tout. Il y en a, vous voyez, 35 espèces vivrières et 29 espèces de fourrage. Et puis, ces ressources, quand vous êtes chercheur, par exemple, vous pouvez y accéder de manière très facilitée. Alors, il y a un mécanisme qui est prévu de partage des avantages avec reversement d'un certain pourcentage à un fonds de partage des avantages. Le problème de ce texte, c'est qu'il y a très peu de revenus qui ont été générés par le système multilatéral. On a eu le premier versement, le premier paiement d'une entreprise en 2018, et une somme qui était quand même assez ridicule. Donc le système est surtout alimenté par les contributions volontaires des États. Il y a des problèmes aujourd'hui considérables qui sont liés au fait qu'on n'accède plus aux ressources, mais en réalité à leur forme dématérialisée, donc les informations de séquençage numérique. Et donc on ne sait pas s'il faut appliquer le partage des avantages dans ce cadre-là. Et de mon point de vue, la question du droit des agriculteurs n'est pas réglée. Elle n'est toujours pas réglée, même si on a vu des progrès ça et là, notamment tout à l'heure au Burkina Faso. Deuxième cas que je voulais évoquer, mais je serai vraiment très bref pour avoir un peu plus de temps pour la dernière partie,
c'est qu'il y a la sélection végétale, c'est un modèle d'innovation très particulier. Je pourrais prendre la formule très ancienne de Bernard de Chartres, qui nous disait « Nous sommes juchés sur les épaules de géants ». Vous voyez, pour développer une variété, il faut avoir accès à toutes les variétés qui ont déjà été créées, à tout le pool de germoplasme, de gènes existants. Ça, c'était pris en compte dans le droit de la propriété intellectuelle qui a été mis en place dans les années 60, puisqu'on a ce qu'on appelle une exception de sélection. Vous pouvez, vous, sélectionneur, prendre la variété, l'utiliser, et vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez la protéger, votre nouvelle variété, vous pouvez la commercialiser sans demander quoi que ce soit à l'obtenteur initial. Alors, il y a quelques limites, mais je n'entre pas dans les détails ici. Ça a été remis en question, évidemment avec l'immixtion du brevet, puisque le brevet ne connaît pas, enfin, avec aussi des limites en Europe, ça existe, ne connaît pas d'exception de sélection. Et pour cette raison, et pour d'autres raisons aussi, on a vu apparaître des phénomènes de buissons de brevets qui ont pu ralentir l'innovation dans certains secteurs, d'amélioration des plantes. Et donc, le secteur privé a cherché à s'organiser, faute d'intervention finalement de l'État ou des États, avec, vous voyez, des pools de brevets, ou ce qu'on appelle aussi en bon français des clearing houses, pas vraiment de traduction, c'est ça. Alors, pardonnez-moi, je suis passé trop vite. Ici, c'est ce que j'ai traduit moi par centre d'échange fondé sur des systèmes de licence type. Donc, vous allez pouvoir accéder, par exemple, lorsque vous êtes rentré dans un centre d'échange, à des brevets sur telle ou telle technologie, pour faire concéder à des conditions qu'on qualifie de FRIEND. Vous avez déjà peut-être entendu ça. FRIEND, c'est fair, reasonable and non-discriminatory. Donc, accéder à ces technologies. Voilà. Je passe parce que c'est très technique, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que l'industrie aussi a cherché à faire. Ce que je voudrais faire maintenant je crois qu'il me reste 5 minutes, je déborderai peut-être 1 ou 2 minutes si vous me le permettez, c'est évoquer la question de la démarchandisation, la voie des communs. Donc la question du marché des encastrés, elle est contestée, enfin elle est analysée. Le marché des encastrés est contesté aujourd'hui. Évidemment, cette idée que la semence, c'est, je vous l'ai dit, qu'un intrant, un matériau brut pour la sélection, ce que tu as présenté aussi très bien en introduction. Et donc, il y a beaucoup d'arguments qui sont élevés contre cette réduction, si vous voulez, qui est aussi une réduction dans certaines mesures ontologiques, notamment que vous trouvez dans toute la littérature sur la commodification, decommodification. On a un argument qui est intéressant, il me semble, c'est celui selon lequel, finalement, les marchés sont parfois toxiques, noxious, ok, et notamment parce que les marchés vont créer des problèmes distributifs. Réfléchissez à la situation qui, je pense, dans le contexte québécois et canadien, a beaucoup de sens, de vous accéder à des ressources phytogénétiques qui sont détenues par des peuples autochtones. Les conditions de négociation, en général, ne sont pas équitables. D'accord, et pour arriver à des conditions d'accès équitables, c'est très compliqué. On pourra en discuter. Et puis, il y a des violations de droit. Lorsque les prix des semences augmentent de manière subite, à tel point, telle enseigne que les agriculteurs, les paysans ne peuvent plus acheter des semences, ça pose des problèmes du point de vue du droit à l'alimentation. D'accord, ça, ce sont des objections extrêmement sérieuses. Il y en a d'autres aussi. L'idée que, on parle d'objections sémiotiques, le marché des encastrés, pour certains biens, équivaut à traiter de manière indigne, enfin de priver le bien de sa dignité, en quelque sorte. Donc tout ça a été utilisé beaucoup par les contre-mouvements, dont j'aimerais parler vraiment, qui aujourd'hui proposent des innovations conceptuelles, si vous voulez, et aussi des innovations pratiques qui visent à réencastrer en quelque sorte le marché semencier dans le social, dans les institutions sociales, ou à réduire l'emprise de ce système marchand désencastré. Ici, ce qui a été tout à fait central, c'est le rôle des mouvements agraires, notamment les mouvements agraires transnationaux dont je parlais tout à l'heure, qui ont cherché à modifier la manière dont on produit, les ressources agricoles. Et c'est ça qu'ils appellent la démarchandisation, avec plusieurs innovations qui, en fonction des cas, visent à faire quoi? Vous voyez, soit libérer la base de ressources, donc la semence notamment, et ça peut être les intrants, en permettant la libre circulation, qui vise à recréer des normes d'échange, qui ne sont pas des normes d'échange fondées sur la valeur d'échange, par exemple,
à remettre en avant aussi les mobiles non économiques des échanges, en montrant que les échanges de semences participent évidemment de manière fondamentale de la subsistance des populations, et puis rétablir ce que tu disais tout à l'heure, les liens de coproduction, en disant qu'il y a un compagnonnage aussi entre la plante et son producteur, sa productrice. Et ça, c'est extrêmement important. Sur le plan juridique, il me semble qu'on est là face à ce qu'on pourrait appeler des pratiques de juridicité cosmopolite subalterne, si vous voulez, c'est un peu barbare en traduit en français, c'est-à-dire une création du droit qui est très local, bottom-up, qui vient du bas, et qui cherche à résister au fond à l'homogénéisation, qui est une réaction même à l'homogénéisation culturelle. Dans la littérature aussi, dans cet ouvrage que j'aime beaucoup de Weston and Bollier, il parle de legal hacks, c'est-à-dire d'innovations, si vous voulez, astuces juridiques ingénieuses qui cherchent à finalement briser un peu les canons du droit occidental. Quelques exemples, et j'en terminerai ensuite. Je ne vais pas les passer en revue, rassurez-vous, mais juste pour mémoire. Le réseau Semences Paysannes en France, qui a fait des choses assez intéressantes. Vous trouvez aussi des réseaux de semences un peu partout dans le monde. Certains sont très dynamiques, notamment en Colombie. Bon, c'est ceux que j'ai aussi un peu étudiés de plus près, et en Espagne. Et puis, je voulais vous parler du mouvement de l'open source, du libre, dans le domaine semencier, qui est extrêmement intéressant, avec, dans les 4 exemples que j'ai pris ici, ce qui est, me semble mériter d'une observation, c'est qu'on est face à une inspiration qui est celle du mouvement des Commons en anglais. Alors, pas nécessairement les communs au sens de Elinor Ostrom, qui est, vous savez, la politiste économiste qui est le prix Nobel d'économie. On est plutôt dans une approche générative, je dirais, plus proche du mouvement italien des Beni Comuni. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça au Québec, mais vous avez sans doute des équivalents, qui recherche une sorte de troisième voie entre un marché qui serait un peu un marché mortifère et un État, et c'est donc la souveraineté, qui aurait finalement abandonné ses fonctions protectrices au marché. Donc on est un peu laissé nu, et les communs arrivent au milieu pour essayer de protéger les ressources jugées communes par des praxis qu'on appellera des praxis du commoning, le fait de faire commun, si vous voulez. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'on est face à ce qu'on pourrait appeler des politiques du quotidien. C'est quoi les politiques du quotidien? C'est le fait d'intervenir directement, de faire de la politique en intervenant directement dans le processus de production, dans le processus de modification, dans le processus de travail, etc. Et il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc, on n'est pas dans la contestation juridique, si vous voulez, le fait d'agir en justice, comme on le voit en Inde, par exemple, pour contester les OGM. On n'est pas dans le sitting ou alors dans la résistance cachée à la SCOT. On est vraiment dans la politique du quotidien. Donc, juste un mot, je sais que je suis long et j'arrête après. Le mouvement open source. Donc, en 99, il y a un sélectionneur aux États-Unis qui s'appelait Thomas Michaels qui a proposé de transposer au domaine semencier la licence publique générale que vous connaissez, vous l'avez déjà vu pour les logiciels. Et il a donné des idées à deux de ses collègues. Un sociologue américain qui s'appelle Jack Kloppenberg, qui a créé donc cette Open Source Seed Initiative. Et en Allemagne, la Fondation agricole a aussi porté un projet qui s'appelle Open Source Seeds, qui est porté par un collègue qui est un agronome qui s'appelle Johannes Kochi. Et ce qui est intéressant avec le modèle, j'en ai pris qu'un ici pour être très bref, l'Open Source Seed Initiative, c'est, vous voyez, en fait, on essaie de faire le même renversement paradigmatique que dans le domaine de la licence logicielle et du copyleft. C'est-à-dire, on va utiliser alors c'est pas le droit d'auteur ici, mais la licence, en la retournant contre elle-même, en essayant de faire en sorte que la licence soit plus un outil en fait pour contrôler qui on exclut, mais c'est un outil d'inclusion. D'accord? En attachant la licence ici, alors c'est pas une licence strictement parlée au sens juridique, au paquet de semences, eh bien vous vous engagez finalement à conserver la liberté de circulation de cette semence. Donc c'est une manière de subvertir le droit de propriété au même titre que le copyleft. Deux mots pour finir, c'est promis. Vous voyez, l'objectif donc de ces mouvements, c'est décommodifier. Décommodifier, ça veut dire beaucoup de choses, probablement. Il y a, à mon sens, déjà contrer la logique propriétaire dans certains cas, notamment, vous l'avez vu pour l'open source,
retourner, renverser contre lui-même, contre elle-même la propriété intellectuelle. Ça peut être aussi garantir la libre circulation des semences avec l'enjeu qu'on a vu tout à l'heure du catalogue, par exemple. Et puis aussi créer des nouvelles normes sociales en matière d'échange qui sont éloignées des normes du marché construites autour de la valeur d'échange. Et dans tous les cas, ça passe par le rétablissement d'un espace juridique de liberté créatrice et aussi de nouvelles règles pour l'échange des semences. Mais évidemment, il n'y a pas de coupure absolue des semences avec le marché. Vous avez un exemple ici qu'on a vu en France il y a quelques années, le réseau Semences Paysannes qui vendait ses fruits et légumes dans les étals de Carrefour. Et ça fait beaucoup de bruit en interne parce que finalement, on avait un peu le grand capital qui fricotait, si je puis dire, avec les réseaux semenciers locaux. Vous avez également en Italie Rete Semirurali, qui a un réseau aussi, qui veut vendre son matériel hétérogène, son matériel comme matériel hétérogène biologique, au sens d'un règlement qu'on a au sein de l'Union européenne. Donc, on a un adossement au marché des encastrés qui, évidemment, est susceptible de redonner à la ressource sa valeur marchande, ou en tout cas de réintroduire le motif du gain. Mais il me semble que ce n'est pas en soi une objection fondamentale, parce qu'il ne faut pas confondre, je pense, société de marché ou marché des encastrés et ces petits marchés locaux, qui sont, eux, bien encastrés dans des institutions extra-juridiques. Et puis, par ailleurs, c'est ce que dit Douwe van der Ploeg, et c'est très intéressant, elle dit finalement, tous ces mouvements sont inspirés du modèle de la paysannerie. Or, la paysannerie est capable de faire quoi? De jouer avec beaucoup de mécanismes qui permettent toujours de moduler l'équilibre entre la marchandisation et la démarchandisation. Donc, c'est fragile, c'est vrai, le droit doit accompagner ça, mais le fait qu'il y ait une coexistence entre les deux me semble aussi possiblement une bonne chose. Et je vous remercie de votre attention.